Et là, est-ce que ça te parle? Tous ces objets pris dans ces dimensions, à la fois, sont en même temps ce qui résiste à toute interprétation, mais d'autre part, est le lieu de départ d'interprétation. On a là des objets qui sont en même temps des déchets, et le plan va être un moyen de traiter les restes. Les objets, c'est toujours ce qui chute, ce qui risque de chuter. Et de ce point de vue-là, il faut bien dire que le plan, c'est un peu... C'est à la fois le point source qui génère la multiplicité des objets, et c'est en même temps le point de mort, en quelque sorte. Le point zéro, peut-être le point de mort des objets, c'est la tombe des objets. Ce plan est aussi une tombe pour les objets. Il y a un secret, à mon avis, du plan. J'oserais dire qu'il n'y a pas pour tel ou tel objet. Bon, peut-être que le secret du plan va se communiquer à chacun des objets. Ça, c'est probable. On change comme ça l'ordre des couleurs. Imaginons que chacun de ces objets, plutôt que d'être pris dans une perspective, devienne une sorte de modèle pour les autres et nous permette de créer une quantité d'autres objets. Là-dedans, là-dessus, je ne sais pas comment dire, parmi nous, il y a des objets qui sont déterminés par quelque chose comme une décision. La décision de les ramasser sur la plage, de les rassembler, de les mettre sur un plan, d'avoir distingué des chiffres, d'avoir poli cette tête grecque, etc. Mais justement, l'important n'est-il pas de poser autrement la question et de voir, de supposer que l'objet n'est plus le manipulable arithmétiquement, mais aussi, j'entends d'une certaine façon physiquement. On pourrait dire que la tête coupée, c'est le savoir qui est arrêté, évidemment, qui est bloqué, qui renvoie à un point qui est à la fois de continuité à travers l'image que donne le miroir et un point d'absence parce que le miroir, c'est rien. Ça n'est plus rien. Donc, il faut essayer de penser cette complexité d'à peu près chaque objet, que ce soit la pomme, évidemment, les dés. Un dé est toujours coupé, c'est-à-dire posé sur une de ses faces, et il montre les faces restantes à partir d'une face invisible. C'est un problème bien connu des philosophes. On ne peut montrer quelque chose qui doit devenir visible qu'à partir d'un invisible. J'aimerais revenir sur la transparence de ces objets. Cette transparence fait apparaître le plan comme une sorte de degré zéro, comme quelque chose auquel les objets nous ramènent, mais qui permet la pensée du jet.
comment peut-on appeler un objet transparent l'autre? Est-ce à dire que l'autre est sans consistance? Est-ce que c'est exactement la même forme que celle-là? Même forme, oui. On aurait pu mettre les points noirs ici sur les 6 faces. Ouais. Ça aurait été des dés difficiles à lancer, Ouais, trop aigu. Un destin trop aigu. mais ça aurait été possible. Ouais. Là, au fond, avec les dés, on a l'arithmétique et là, on a la géométrie. Passe-moi l'ordinateur. Là, il y a bien 3 objets, mais le 3 est encore enraciné d'une certaine manière. Ce sont des philosophies différentes, chaque fois. Où est l'idée du 3? Où est située l'idée du 3? Est-ce qu'il est dans le dé? Ah, l'idée du 3, elle n'est pas vraiment dans le dé. Elle est peut-être dans la demi-tête. Voilà, elle est dans la demi-tête. Alors, est-ce que cette idée est elle-même coupée en deux? Oui, elle est coupée en deux. Elle est coupée en deux. Pour la voir, il faut ajouter une dimension. Oui, il faut ajouter une dimension. Et si on ajoute des dimensions les unes comme ça aux autres, c'est en vue d'obtenir quoi? C'est moi qui pose des questions, mais c'est par ignorance, évidemment. Toi, tu connais les réponses. Non, je ne connais pas de réponse, mais je vois que on passe d'un monde de la décision, on a tel ou tel objet, tel ou tel ensemble d'objets, à un monde de conception où l'on construit quelque chose à partir de ces objets. Dans le dé, c'est comme si les chiffres étaient séparés les uns des autres, ne pouvaient pas être mis en série. Ils représentent chacun une face. Et je pense qu'il y a une façon très étroite de prendre cette différence, mais une façon beaucoup plus synthétique qui verrait le dé lui-même comme un X dont les chiffres sont répartis de façon inattendue sur les faces, dont l'une reste cachée. Je crois que les dés ne décident rien. Il faut d'abord les lancer pour qu'ils signifient Ouais. quelque chose. Et quel est le lanceur de dés? La main qui lance les dés. D'où vient-elle, cette main? Théoriquement, elle est, en principe, théoriquement, anthropologiquement, c'est une main humaine qui lance les dés. Alors, dans ce cas, toute la philosophie retomberait
à l'état de déchet, parce que le déchet, c'est ce qui est lancé par la main, effectivement, mais les dés, c'est aussi lancé par la main. Les dés, c'est le déchet du hasard. C'est le déchet du hasard. C'est le hasard qui retombe sur le plan, comme dit Nietzsche, et c'est bon, c'est fini, c'est le monde écroulé. Eh bien, le monde est un vaste déchet d'une grande œuvre d'art. Je pense que l'objet, c'est plutôt ce qui est objeté, ce qui nous est lancé au visage d'une certaine manière, au regard, ce qui vient s'opposer à nous, à notre prise. Car notre regard, c'est toujours une prise sur les objets. Et pour qu'il y ait de l'art, il faut qu'il y ait autre chose que l'objet. Eh bien, il faut qu'il y ait justement cette chose que nous avons trouvée aussi sur le plan, car cette chose se trouve aussi sur le plan, mais elle ne vient pas du plan. Est-ce qu'il y a quelque chose du rêve, là? Suppose qu'il y ait quelque chose, es gibt, comme dit Heidegger, etwas, es gibt etwas, qui ne soit pas posé quelque part, et qui d'une certaine manière refuse la position. Parce que cet objet, il a été posé, on peut le poser à différents niveaux, bon, il a été posé par un geste humain. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui n'est pas posable, n'est peut-être pas facilement localisable dans l'espace et dans le temps, n'est pas maîtrisable? C'est-à-dire qu'il faut essayer de se faire une conception de l'art, donc où la philosophie est absolument nécessaire, pertinente, un point de vue sûr, et intégrer à la philosophie, façon de parler, on va le voir, intégrer contre la philosophie, tout contre, quelque autre chose qui, pour moi, alors, est de l'ordre, si on va le plus loin possible dans cette altérité, est de l'ordre non pas de Dieu, de l'étranger et d'une mystique, mais c'est donc de l'ordre d'une science, c'est de l'ordre de la théorie quantique. C'est-à-dire que pour la théorie quantique, par exemple, il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet, sauf au sens banal du terme, tout est objet évidemment au sens banal du terme, mais il n'y a pas objet. C'est seulement dans la philosophie et dans la réalité ou dans le plan ressaisissable par la philosophie qu'on peut dire qu'il y a des objets. Dans la mécanique quantique, alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a du réel Et pas d'objet. Et pas d'objet. Alors qu'est-ce que c'est ce réel qui n'est pas un objet? Alors je vais soutenir évidemment que si on essaye d'élargir la généalogie de l'art, mais vraiment de faire une hypothèse très spéculative, en quelque sorte, sur les origines de l'art, ce sera la rencontre, j'ose pas dire inopinée, mais ça a quelque chose de cela, la rencontre impossible, et malgré tout rendue possible par l'artiste, c'est sa fonction, de la forme géométrico-philosophique et de la pulsion d'ordre quantique.